Bonjour, je m'appelle Hugo Abraham, je suis Lead Data Scientist chez Stanwell, en charge du delivery des cas d'usage sur le machine learning, l'IA et l'IA générative, notre sujet du jour. Bonjour, je suis Damien Berger, je suis en charge des sujets data IA pour Stanwell et Wider dans leur ensemble, aussi bien sur l'aspect fonctionnel, métier que technique, où on travaille avec Hugo. Aujourd'hui, on va vous parler d'IA générative, mais avant de se concentrer sur la deuxième partie de cette expression, générative, Damien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'IA? Alors, l'IA, c'est un peu un grand mot valise. On a avant pu parler de machine learning, de big data. Si on essaye de se donner une base commune à tous, juste là, dès le début de cette petite vidéo, on va pas dire que l'IA, c'est le moment où on va utiliser de la technologie, du digital, pour essayer de reproduire ce que pourrait faire un esprit humain, que ce soit prendre des décisions, personnaliser des interactions. Donc on va aller chercher finalement des gains de productivité, de l'amélioration de relations clients, de meilleures décisions, en utilisant justement cette capacité qu'on a aujourd'hui d'être accompagné par la technologie pour prédire des choses, pour avoir de l'assistance un petit peu virtuelle ou pour automatiser des processus. Et pour ajouter, du coup, transitionner sur l'idée de génération, qu'est-ce que c'est l'IA générative? C'est simplement une IA qui, au lieu de générer du contenu numérique pour un ordinateur, va générer du contenu, cette fois, qu'on appelle non structuré, pour des humains. Donc, du contenu non structuré, ça peut être du langage naturel, le langage de tous les jours, celui que je parle, que Damien parle, en n'importe quelle langue. Ça peut être aussi des images, vous connaissez peut-être Dall-E, pour ne citer que lui, ou carrément des vidéos. On a vu Sora de OpenAI. Toutes ces données peuvent être donc générées, elles peuvent aussi être consommées, ingérées. Et en fait, c'est là où on a une vraie révolution sur l'IA générative, c'est finalement qu'on a un changement d'interface, une révolution d'interface, puisque l'IA générative va être capable d'être utilisée par à peu près quiconque, qui, au lieu de devoir utiliser des boutons ou une connaissance des algorithmes ou une connaissance du métier sous-jacent, va pouvoir simplement décrire les commandes qu'il veut effectuer et voir la tâche faite par l'intelligence artificielle. L'exemple que je pourrais donner, c'est, vous n'avez peut-être jamais fait de Target Operating Model, Tom pour ne pas le citer, et du coup, vous ne savez peut-être pas comment le faire. Il suffit de demander ce que c'est en décrivant un peu le contexte dans lequel vous êtes, et vous verrez, premièrement, la définition de ce qu'est un Target Operating Model, mais aussi un action plan de comment le mettre en place dans votre organisation. Donc, qu'est-ce que ça change? On a en effet ce côté d'interface qui est différent, où tout à chacun peut venir interagir en langage naturel. Et en fait, c'est ce point-là qui est aussi intéressant, c'est qu'on a ce côté du langage. Donc on a le langage qui va être utilisé aussi bien pour diriger ce qu'on souhaite faire avec une IA, comme tu viens de le décrire. Et il y a aussi ce côté dans ce que va réaliser l'IA générative. Aussi bien hier, on cherchait à prendre un client, essayer de deviner s'il était un bon ou un mauvais client, prendre une transaction, voir si elle était frauduleuse ou non, prendre que c'est encore un crédit et savoir si c'est une bonne idée ou non de l'octroyer. Là, plutôt que de rentrer dans de la catégorisation ou dans de comment je me positionne dans ce qui existe déjà, je vais chercher plutôt à générer quelque chose de nouveau. Donc je vais, en me basant forcément sur un langage que je connais, le français, en me basant sur une thématique que je connais, le secteur financier, le jeu de Go, les recettes de cuisine, je vais pouvoir, par rapport à la demande qui m'est faite, venir générer un texte qui est nouveau, qui a le goût, qui a la saveur de la production humaine spontanée, mais qui est généré par le modèle. Et donc on voit qu'aussi bien en entrée, on est sur du langage ou sur des choses beaucoup plus accessibles à tout le monde. Et en sortie, on est aussi sur une utilisation qui va être différente, où je ne vais pas avoir… je rentre dans plus de chaleur, je rentre dans plus de choses créatives et génératives qu'hier, où finalement je venais, de manière beaucoup plus structurée, mettre des chiffres. Oui, tout à fait. Et donc cette révolution d'interface nous permet d'envisager deux types d'IA générative, finalement. Celle qui va être intégrée à tous les systèmes, celle finalement auquel vous et moi n'avons pas besoin de penser. Le fait que naturellement, quand on ouvre sa boîte mail, on découvre un brouillon déjà rédigé, déjà proposé, prêt à l'envoi. Et l'IA pour tous, qui nous permet, via une interface conversationnelle, ChatGPT, Gemini ou n'importe quel autre qui serait mis à disposition dans votre organisation, de générer soi-même ses propres cas d'usage et d'être capable même de les diffuser. En fait, c'est l'étape quasiment après de ce qu'on a pu connaître il y a, je dirais, 8-9 ans, avec tout ce qui était assistants vocaux. On a vu le début des Siri, des Alexa,
qui permettait à tout le monde de poser une question. Je prenais souvent l'exemple de ma grand-mère qui avant, pour connaître la météo, finalement avait devoir attendre l'heure que la météo passe à la télé, qui pouvait demander à Alexa quelle est la météo. On avait du coup cette interface en fait avec le parler, mais parce que Alexa était faite pour répondre à cette question-là. Aujourd'hui, ce côté va encore plus loin puisque tout le monde peut, encore une fois, sans outils spécifiques, se développer un assistant qui va l'aider. J'aimerais écrire mon premier livre et ce livre, j'aimerais qu'il ait tel et tel style, voilà comment tu vas m'aider. J'aimerais surprendre mes beaux-parents avec une recette, ils aiment bien tel et tel type de cuisine, mais il faudrait qu'ils ne l'aient jamais connu. En fait, en donnant ce type d'instructions, base-toi sur telle et telle chose qui peuvent déjà exister. Chacun peut devenir l'artisan, finalement, de son nouvel outil d'intelligence artificielle. Pour citer 3 exemples pour de cas d'usage un peu génériques, pour montrer l'étendue extrêmement large des capacités de l'IA générative, on a faire chanter Michael Jackson sur les chansons de Queens. On a générer des images, des plans dans un film, ou au contraire faire disparaître des éléments dans ces images, ou même jusqu'à faire discuter différentes IA entre elles, en prenant pour l'une le rôle du data scientist, pour l'autre le rôle du QA engineer ou du product owner, et en fait de se rendre compte que ces différentes IA, en s'envoyant des suggestions l'une à l'autre, peuvent réagir à ces suggestions et construire un usage. Alors c'est encore très émergent comme technologie, mais néanmoins, c'est ce genre de technologie qu'on voit arriver dans certaines verticales de nos clients. Ouais. Et finalement, quand on regarde la différence aussi avec l'IA d'avant ou les vitesses d'avant, c'est un peu cet effet waouh qui fait que ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, vous montrez, tiens, regarde cette chanson reprise par tel chanteur qui ne l'a jamais repris, ce logiciel qui commence peut-être à s'écrire lui-même. Et si on prend des choses beaucoup plus grand public, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on veut mettre un smartphone en avant chez Google, on ne dit pas qu'on a une meilleure batterie, on ne dit pas qu'on a un meilleur capteur, on dit qu'on a une meilleure IA. Que grâce à ce téléphone-là, les photos que vous allez prendre vont pouvoir être enrichies, soit, comme tu l'as dit, gommer des détails, soit donner plus de champ derrière. Et cette différence-là, elle est immédiatement accessible pour l'utilisateur. On a une interface qui est facile pour le commander, on a un résultat qui est tout de suite visible et qualitatif. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à Netflix qui a pris des années, Facebook qui a pris des mois, 1 million de personnes qui utilisent ChatGPT, c'est 5 jours au moment où ça a été lancé. Passer à 100 millions, on est encore une fois sur des puissances de 10 de vitesse d'adoption par rapport à d'autres produits des GAFA. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, il est important de se rendre compte que de plus en plus de gens vont l'utiliser. Cette adoption est de plus en plus rapide, les capacités sont de plus en plus rapides. Et donc forcément, aujourd'hui, on n'est plus sur un enjeu technologique. Ça a été un sujet qui a été pris à bras-le-corps par des grandes corporations. Les modèles sont très couteau suisse. Je peux demander à ChatGPT une recette de cuisine aussi bien que du code en Java. Par contre, le fait que tout le monde puisse l'utiliser, le fait qu'au sein de mon entreprise, on le comprenne, on l'accepte, on l'expérimente, le défi de l'IA générative, aujourd'hui, il est humain. Oui, c'est un très bon point. En fait, l'IA générative, c'est quelque part retourner le gant de l'intelligence artificielle, puisqu'avant, il fallait se centrer sur une tâche et créer un modèle ou en tout cas une IA par tâche en prenant plein d'exemples et en modélisant le passé. Aujourd'hui, l'IA générative, c'est centré autour de gros conglomérats, OpenAI, Mistral, et derrière c'est Microsoft, Google ou Amazon, qui vont créer des intelligences artificielles extrêmement coûteuses à entraîner, mais qui pourront être utilisées à plein de tâches différentes, qui pourront aller effectivement de l'écriture de mail à l'écriture de code, en allant jusqu'à l'animation, la formation. Tous ces usages ne dépendent que de la manière dont on va complémenter en information ou poser la question à ces grosses intelligences artificielles. Jusque-là, tout ce qu'on a pu décrire finalement est extrêmement positif. Je pense qu'on est tous les deux assez facilement convaincus du potentiel. Forcément, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est potentiellement qu'il y a un revers à la médaille. On en a parlé, c'est facile, je peux poser la question. Aujourd'hui, on se retrouve à devoir apprendre à poser ces questions. Une grande partie, c'est donc cet art, ou en tout cas cette discipline qui aujourd'hui est importante, qui est le prompt engineering, où on va pouvoir revenir non seulement sur comment je fais, mais pour aussi avoir besoin de comprendre derrière qu'est-ce qui se passe. Parce qu'au-delà de savoir le faire, c'est toujours bien de savoir comment ça fonctionne, en tout cas un minimum de vernis. Souvent, je fais le parallèle avec conduire une voiture. On ne vous demande pas d'être capable de la réparer, il y a des garages pour ça. Par contre, avoir une petite idée de pourquoi, quand j'appuie sur le frein, elle ne s'arrête pas immédiatement, ça peut m'aider à avoir de bons réflexes. Et j'ai aussi besoin, dans l'utilisation
de cette IA générative, de me poser les questions de comment je choisis les bons usages, comment j'embarque les bonnes personnes derrière ça. Et un des autres enjeux, c'est aussi de se rendre compte, tu l'as dit, c'est des énormes modèles qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui coûtent aussi peut-être beaucoup de consommation, qui coûtent aussi beaucoup de bonnes questions à se poser. On va parler de biais aussi. Forcément, l'intelligence artificielle, quand demain on lui demande de rédiger des choses à notre place, on doit aussi pouvoir lui faire confiance. Et donc, c'est fait partie de tous ces sujets qu'on va aussi avoir l'occasion d'aborder ensemble. Comment je pose des questions, qu'est-ce que le prompt engineering, quelle est la limite de la confiance que je peux accorder, est-ce qu'aujourd'hui j'ai un intérêt à prendre que des modèles extrêmement gros et très couteau suisse, ou est-ce que parfois ça peut être intéressant d'aller chercher des choses un petit peu plus spécialisées, plus frugales. En fait, toutes ces questions-là, elles viennent avec le potentiel, à savoir comment je le saisis sans laisser ma chemise. Oui, tout à fait. Et donc justement, ce prompt engineering ou la manière de suggérer une tâche à réaliser à l'intelligence artificielle, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où j'aurai le plaisir de vous expliquer comment prompter et surtout pourquoi prompter, soulever le capot, regarder comment fonctionne l'intelligence artificielle générative et vous donner quelques conseils d'utilisation. Et ceux qu'on a vus chez nos clients. Bah écoute, tout un programme. À bientôt. À bientôt.